Une gifle au tribunal, ou une étincelle qui déclenche un jugement. Lorsque deux policiers racistes frappèrent une femme noire silencieuse dans une salle d'audience bondée, ils crurent simplement exercer une fois de plus leur pouvoir abusif. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle n'était pas une spectatrice. Elle était la juge. Et dans les 4 minutes qui suivirent, tout ce qu'ils avaient bâti commença à s'écrouler. C'est une histoire d'arrogance, d'injustice et de justice, pas celle qui murmure, mais celle qui rugit. Restez jusqu'au bout, car vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Dites-nous d'où vous regardez, et à quelle heure ce moment vous a frappé. Nous lisons chaque commentaire. Charleston, en Caroline du Sud, a toujours donné l'impression d'une ville en guerre contre elle-même. Une architecture gracieuse, des rues pavées, des murmures d'un monde ancien, masquaient à peine les tensions profondes et non résolues qui soutenaient encore ses fondations. Le soleil avait à peine caressé l'horizon atlantique quand la juge Clara May arriva au palais de justice. À 62 ans, elle avançait avec cette autorité calme qui n'a nul besoin de se faire annoncer. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon strict, et ses yeux bruns, perçants, ne laissaient rien échapper, pas même les micro-agressions que certains pensaient pouvoir lui dissimuler. Ce palais de justice, froid, imposant, flanqué de ses colonnes néoclassiques, avait vu défiler des siècles de justice et d'injustice. Clara en connaissait chaque écho, chaque pas sur le marbre. Pendant plus de 30 ans, elle avait arpenté ses couloirs. D'abord comme avocate de la défense, luttant pour des clients trop souvent coupables d'être pauvres et noirs. Puis comme procureur, déterminée à nettoyer la maison de l'intérieur. Et maintenant, comme juge. La première femme noire à siéger sur la plus haute instance de cette ville. Et certains ne s'y faisaient toujours pas. Clara savait ce qu'il en coûtait de briser les plafonds. On ne se contentait pas de vous lancer des pierres, on tentait aussi de vous effacer, de faire comme si vous n'aviez jamais existé. En franchissant le contrôle de sécurité, les agents hochèrent la tête avec respect. Certains esquissèrent même un sourire. Clara répondit d'un bref signe de tête. Son esprit était déjà tourné vers l'audience du matin. C'était censé être une mise en accusation banale, un acte de vandalisme, un mineur, audience de caution. Mais cet instinct affûté par des décennies lui picotait la nuque. Il y avait quelque chose d'étrange ce matin-là. Le greffier à l'entrée de la salle d'audience l'accueillit avec un sourire tendu. « Bonjour, juge. » La sergente est déjà à l'intérieur. Clara s'arrêta. « Ah oui, Madame Travis-Bain, l'agente responsable de l'arrestation dans l'affaire Janson ?» Il a insisté. Clara sentit sa mâchoire se crisper. Elle connaissait Boone. Tout le monde dans les forces de l'ordre de Charleston connaissait Boone. La quarantaine, flic de 3e génération, héritier d'un pouvoir qu'il ne contrôlait jamais. Le genre d'homme qui portait son sourire narquois comme un insigne de guerre, et bénéficiait de suffisamment d'appui dans chaque département pour que les plaintes fondent comme neige au soleil. Le problème, c'est que ces plaintes ne restaient jamais. Harcèlement, usage excessif de la force, inconduite, toujours balayées comme des miettes sous le tapis de marbre. Clara avait lu son nom bien trop souvent dans des rapports imprégnés de mépris. Elle entra en silence dans la salle d'audience. Pas encore en robe, pas encore sur le banc. Boone était déjà là, debout à la table du procureur, bras croisés, visage fermé. L'adolescent qui l'avait arrêté 16 ans tout au plus était assis aux côtés de son avocat commis d'office. Ses yeux grands ouverts trahissaient l'incertitude. Boone, lui, ignora Clara en entrant. « On commence. »« J'ai pas toute la journée, » lança-t-il au greffier. « Je vous suggère de la trouver, » répondit-elle d'un ton neutre. Boone se retourna enfin et la regarda. Il y eut une fraction de seconde de flottement, une hésitation confuse sur son visage. Il cherchait à la placer, greffière? Assistante? Huissière? Elle n'était ni en robe, ni à sa place attitrée. Donc, à ses yeux, elle n'était personne. « Vous êtes ici pour la défense ?» demanda-t-il avec condescendance. Clara ne répondit pas. Elle s'approcha calmement de la table d'appoint et examina un dossier. La salle était encore presque vide. Quelques journalistes en avance, une poignée d'avocats, et 2 officiers près du fond. Boone, visiblement agacé, marcha d'un pas lourd vers elle. « Je te parle, j'ai dit. » Et puis ce fut le choc. Une gifle, vive, brutale, claqua dans l'air. Le temps se suspendit. Un halètement collectif parcourut la salle. Les papiers cessèrent de bruisser. Une tasse de café manqua de tomber.
Même les lumières au plafond semblèrent vaciller. Clara ne bougea pas. Sa joue brûlait, mais elle ne leva pas la main. Elle ne recula pas lentement, elle tourna la tête et planta son regard dans celui de l'homme qui venait de la frapper. Boone recula, presque surpris par son geste. Mais pas honteux. Pas même un peu. Ses lèvres se pincèrent dans un rictus de mépris. « Vous devez apprendre le respect », marmonna-t-il. Un murmure s'éleva à l'arrière. « Mon Dieu! Est-ce qu'elle va bien ?» Mais Clara ne détourna jamais les yeux. Pas une seule seconde. Boone se redressa, inconscient du piège qu'il venait de déclencher. « Peu importe qui vous pensez être. Vous n'avez pas le droit de vous pavaner ici. » Clara avança d'un seul pas. Le silence s'épaissit comme une corde autour du cou de tous ceux qui assistaient à la scène. Le greffier murmura. Elle n'a pas encore mis sa robe. Mais Boone n'écoutait plus. Il ne vit pas le frisson glacé qui passait sur les visages. Clara prit la parole. Calme. Froidement. Avec une autorité que la robe n'avait même pas besoin de lui conférer. Est-ce ainsi que vous traitez les officiers de justice, sergent? Un officier pâlit. Un avocat fit tomber sa plume. Boone cligna des yeux. De quoi tu parles? Clara monta sur l'estrade. Puis elle se tourna vers lui. Depuis le banc, elle le fixa. Longuement. Personne ne respirait. Boone restait figé, comme pétrifié. Et à ce moment-là, le jugement commença. Le marteau n'avait même pas encore frappé. Il cligna des yeux une fois incrédule. Puis une seconde cette fois, de peur. Pour la première fois de sa carrière. Clara joignit les mains, lentement. Elle laissa le silence s'imposer. Même l'huissier, Mill, vétéran rigoureux, semblait retenir son souffle. « Sergent Boone, dit-elle enfin, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Est-ce que vous venez de me frapper dans cette salle d'audience ?» Boone ouvrit la bouche, puis la referma. Sa langue chercha désespérément une excuse. « Je ne savais pas qui vous étiez. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » coupa Clara net. « Est-ce que vous m'avez touché? Oui ou non ?» Un frisson parcourut la galerie. Quelqu'un avait déjà sorti son téléphone. Les caméras tournaient. Ce n'était plus seulement un incident. C'était une preuve. Boone chercha à reprendre le contrôle. « Vous êtes venu vers moi. Je ne vous ai pas reconnu. Vous n'étiez pas en robe. Je pensais? Tu pensais que j'étais en dessous de toi? » lança Clara. Les mots tombèrent comme une pierre. Boone serra la mâchoire. « Vous déformez tout. »« Je ne déforme rien, » répondit-elle. « Je décris exactement ce qui s'est passé. Vous avez agressé une femme, sans provocation, dans une salle d'audience. Votre seule défense? L'ignorance. Et l'arrogance. » Il fit un pas en avant de se rappeler où il était. Il balaya la pièce du regard. Aucun policier ne soutint ses yeux. Clara haussa la voix. « Si j'étais un juge blanc, avec la même fonction, m'auriez-vous giflé sans savoir qui j'étais ?» Boone garda le silence. Mais ce silence était son aveu. « Je prends cela pour un oui, » dit-elle, glaciale. « Et maintenant, vous avez aggravé cet assaut par votre défi. Vous exagérez. » protesta-t-il. « Je faisais mon travail. Ce gamin, ce voyou, je l'ai pris avec une bombe de peinture. »« Assez. » lança Clara. Le marteau frappa. Une fois. Deux fois. On ne justifie pas une agression en accusant un mineur. Mademoiselle Harper, veuillez inscrire dans le dossier que l'agent Boone a admis avoir frappé un juge en exercice dans cette salle d'audience, sans motif, ni provocation. Boone recula d'un pas, comprenant enfin que le vent tournait contre lui. Cette fois, rien ne serait étouffé. Ce ne serait pas balayé sous le tapis comme les fois précédentes. Aucun représentant syndical ne viendrait le sauver. Pas cette fois. Clara jeta un coup d'œil à l'huissier. « Officier Mill, cette salle d'audience est-elle actuellement surveillée? »« Oui, votre honneur, » répondit-il aussitôt, la voix tendue. « Bien. » Elle poursuivit. « Le dossier inclura également des preuves visuelles. » Les yeux de Boone se tournèrent vers les coins du plafond. Deux petites lumières rouges clignotaient, silencieuses mais implacables. À cet instant, son visage changea.
Il ne bouillonnait plus seulement de colère. Il avait peur. Je ne voulais pas dire. Mais Clara leva une main. Il se tut immédiatement. Vous avez eu 20 ans pour y penser, dit-elle. J'ai lu votre dossier. J'ai vu les plaintes. J'ai vu comment elles disparaissaient. Mais aujourd'hui, il y a une différence, sergent. Cela s'est passé devant témoin, sous caméra, face à un juge. Il rouvrit la bouche, mais elle l'interrompit à nouveau. J'ai passé ma vie à voir des hommes comme vous confondre force et loi, peur et ordre, silence et consentement. Mais pas aujourd'hui. Elle se leva. Toute la pièce se leva avec elle. Conformément à l'autorité qui m'est conférée en tant que juge de circuit pour l'État de Caroline du Sud, déclara-t-elle, et en vertu du titre 16, chapitre 3, article 1 du Code des lois de Caroline du Sud, je place par la présente l'agent Boone sous enquête judiciaire formelle pour agression criminelle contre un agent public. Un souffle choqué se fit entendre au fond de la salle. Clara se tourna vers l'huissier. Officier 1000, placez le sergent Boone en détention temporaire. Pas encore de menottes. Il reste un officier assermenté. Je veux du professionnalisme. Mais il ne doit pas quitter cette salle. La bouche de Boone s'ouvrit. Tu ne peux pas être sérieuse, cria-t-il, le torse gonflé d'indignation. Je ne savais même pas. Clara, la voix plus douce mais tranchante, répondit. Et pourtant, tu en savais assez pour me frapper. Boone regarda autour de lui, furieux. Mais personne ne bougea. Aucun allié. Aucune défense. Juste le long resserrement d'un piège qu'il s'était lui-même tendu. Le claquement sourd de la porte du tribunal derrière l'huissier résonna comme un avertissement. L'officier 1000 se tenait près de Boone, la main posée sur sa ceinture. Pas menaçant, mais prêt. Boone, lui, restait rigide, les poings serrés, le visage cramoisi, les mâchoires contractées comme pour contenir une tempête. Clara, toujours debout derrière le banc, le regardait comme une lame d'acier. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne céda rien. Elle ne lui laissa aucune échappatoire, aucune place pour se réfugier dans le déni. Votre honneur ? C'était la voix du procureur, un homme plus âgé, blanc, aux cheveux fins, devenu soudain très pâle. Souhaitez-vous poursuivre avec l'affaire de vandalisme ? Clara tourna lentement les yeux vers lui. Je déciderai dans un instant. D'abord, je veux m'adresser à la galerie. Parce que ce qui vient de se passer ici n'est plus une simple question de décorum judiciaire. C'est une question de droit, de précédent et de confiance du public. Elle regarda les journalistes. Vous avez vu un officier en service agresser physiquement le juge-président de cette salle. Vous avez entendu ses paroles, vous avez vu sa posture. Je veux que vous enregistriez cela. Je veux que vous vous en souveniez. Parce que si la loi ne peut pas protéger ceux qui l'appliquent équitablement, alors ce pays n'est plus une démocratie. C'est quelque chose de bien plus sombre. Un silence absolu s'abattit. Même le bruit des claviers avait cessé. Boone ricana soudain, incapable de se contenir. Tu vas vraiment transformer ça en foutu moment de presse ? Clara se tourna lentement vers lui. C'est ce que vous pensez, sergent ? Que la responsabilité publique est une mise en scène ? Il ne répondit pas. Elle descendit du banc, ses talons résonnant comme les battements d'une horloge décomptant les secondes. Vous avez été protégé si longtemps, murmura-t-elle, assez bas pour que seuls les plus proches entendent. Mais le micro capta chaque mot. J'en ai vu, des officiers comme vous. De ceux qui entrent dans une salle en pensant que tout le monde leur est inférieur. De ceux qui disent je ne savais pas alors qu'ils veulent dire je m'en fichais. Les yeux de Boone se tournèrent nerveusement vers 1000. L'huissier ne bougea pas. Voici ce qui va se passer, poursuivit Clara. Les affaires internes ont été informées. Je déposerai personnellement une plainte officielle au bureau du procureur général avant midi. Les images seront scellées à des fins d'examen légal, mais la presse ici présente en a déjà assez pour la une de midi. La bouche de Boone trembla. Vous détruisez ma vie pour un malentendu. Non, sergent, répondit Clara. Vous avez détruit votre carrière la seconde où votre main a frappé mon visage. Il se balança d'un pied à l'autre, jetant un coup d'œil à l'adolescent dans la salle. Le garçon le regardait, sans peur. Avec autre chose. Quelque chose que Boone n'arrivait pas à nommer. De la pitié. Ce même regard qu'il avait déjà vu sur les visages de ceux qu'il menottait, juste avant.
J'ai servi cette ville pendant 20 ans, dit Boone, plus fort, presque suppliant. J'ai risqué ma vie dans ces rues. J'ai arrêté de vrais criminels. Et maintenant, vous me jetez au loup pour une erreur dans un moment tendu? Clara tourna les talons et remonta les marches. Je ne vous jette pas au loup, sergent. Je vous livre à la justice. Pendant 20 ans, vous vous êtes caché derrière un badge. Aujourd'hui, ce badge ne vous protège plus. Il vous tient responsable. Elle s'assit. Sa robe tomba autour d'elle comme une armure. Elle tapota une fois le micro. Cette salle n'est pas ajournée, dit-elle. Mais la mise en accusation dans l'affaire de vandalisme est reportée à demain. L'arrestation a compromis l'intégrité de cette audience. L'avocat du garçon se leva, réajustant nerveusement sa cravate. Merci, votre honneur. Clara hocha la tête. Faites sortir votre client par la sortie ouest. Et veillez à sa sécurité. Le garçon se leva. Il jeta un dernier regard à Boone en quittant la salle. Son visage restait impassible, mais sa posture avait changé. Moins recroquevillé. Moins honteux. Boone, lui, était resté immobile. Ses yeux ne flambaient plus. Ils observaient. Il calculait. Il attendait. Clara le scrutait comme on observe une bête dangereuse réalisant qu'elle est enfin en cage. Elle se pencha vers le micro. Officier Mill, veuillez escorter le sergent Boone jusqu'à la salle de détention B. Je contacterai moi-même le chef de la police et les affaires internes. Ce dossier n'est plus une affaire interne. C'est criminel. Boone ne résista pas. Mais sa mâchoire grinçait sous la tension. Alors que Mill posait une main légère sur son coude pour le guider vers la sortie, Boone murmura, juste assez fort pour que Clara entende. Tu crois que t'as gagné, hein? Clara ne se retourna même pas. Elle murmura. Je crois que, pour une fois, c'est la bonne personne qui perd. Les portes se refermèrent derrière lui. Dans le couloir, l'atmosphère était électrique. La nouvelle s'était déjà répandue. Un juge venait d'être frappé par un flic. Pas n'importe lequel, Trevi Boone. Et pas n'importe quel juge, Clara. Lorsqu'elle entra dans ses appartements, 2 messages vocaux l'attendaient déjà. L'un venait du bureau du chef de la police. L'autre, d'un contact aux affaires internes. Elle ne les écouta pas tout de suite. Elle retira lentement sa robe, la posa avec soin sur un cintre près de la porte. Puis elle se regarda dans le miroir. La marque rouge sur sa joue s'était estompée, ne laissant qu'une ligne fine. Mais elle était là. Visible. Elle la contempla longuement. Pas parce que ça faisait mal. Mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce que cela représentait. Combien d'hommes et de femmes étaient sortis de ce tribunal avec des marques pires, sur leur peau, sur leur dignité, et n'avaient jamais eu leur moment de justice? Combien avaient été ignorés, rejetés, réduits au silence? Un coup bref à la porte interrompit ses pensées. C'était Carter Lagne, son huissier depuis près de 10 ans. Large d'épaules, le visage de pierre, mais loyal jusqu'à l'os. Il entra, ferma la porte doucement derrière lui, les mains croisées dans le dos, comme toujours. Mais sa posture était plus rigide qu'à l'accoutumée. Ils l'ont emmené à la salle de détention B, dit-il. Les affaires internes envoient déjà 2 agents. Ils arrivent dans 20 minutes. Clara hocha la tête. Merci. Carter hésita. Juge, j'ai entendu quelque chose. Un des employés a dit que le syndicat de Boone a déjà lancé un appel. Ils bougent vite. Ils veulent étouffer l'affaire. Bien sûr qu'ils le veulent, dit Clara. Mais il est trop tard. Ça ne disparaîtra pas. Elle s'assit à son bureau, sortit un bloc-notes jaune de son tiroir et commença à écrire. Son écriture était nette, presque architecturale. Elle commença à énumérer, méthodiquement. Incident, agression dans la salle d'audience. Statut enregistré, témoins présents, caméras actives, dossier de l'agent, plaintes antérieures, 5, toutes documentées au cours des 7 dernières années. Connexion, le bureau du procureur Ram a approuvé le rejet de 2 affaires antérieures de force excessive. Dossier classé. Carter écoutait en silence, jusqu'à ce qu'elle lève enfin les yeux. Je veux que tous les cas dans lesquels Boone était l'agent principal ou a témoigné au cours des 10 dernières années soient retirés et signalés. Il haussa légèrement les sourcils. Ça va faire beaucoup. Les yeux de Clara se plissèrent. Alors autant commencer maintenant.
Carter hocha lentement la tête, puis se tourna pour partir. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, Clara dit doucement. Il pense que ce n'était qu'une gifle. Il s'arrêta. Elle continua. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent d'ouvrir une porte sur laquelle nous frappons depuis des années. La porte se referma derrière lui. 30 minutes plus tard, 2 agents des affaires internes arrivèrent. L'une d'elles était une femme noire pragmatique nommée Rosalind Keene. L'autre, un jeune latino aux yeux perçants et à l'esprit encore plus affûté, l'agent Félix Reyes. Clara connaissait déjà Keene. On la surnommait la femme de ménage du ministère, non pas des dégâts, mais de la corruption. Ils s'assirent en face de Clara, dans sa salle de conférence. Keene ouvrit un épais dossier déjà intitulé « Boone Travis ». On le surveille depuis un moment, admit Keene, mais son dossier est toujours juste assez propre pour éviter toute action. Trop de preuves absentes au bon moment, trop de dossiers clos sans suite. Clara serra les dents. Pratique. Ce mot devrait être un crime, ajouta-t-elle. Reyes se pencha en avant. La vidéo de surveillance de votre salle d'audience est déjà sauvegardée sur nos serveurs. Audio, vidéo. Nous avons confirmé la gifle, les déclarations, et votre réponse. Nous avons aussi noté les témoins présents. La chaîne de responsabilité est sur le point d'être testée. Je veux plus que la responsabilité, répondit Clara. Je veux que les fondations soient mises à nu. Keene l'étudia un instant. Jusqu'où êtes-vous prête à aller, juge? Clara ne réfléchit pas. Jusqu'au bout. Reyes hocha lentement la tête. Alors je pense qu'il est temps de vous montrer quelque chose. Il sortit une clé USB, l'inséra dans sa tablette et tourna l'écran vers elle. Il s'agissait d'un rapport interne datant de 2019. Une plainte civile. Anonyme. L'accusation était brutale, Boone avait frappé un garçon de 17 ans lors d'une arrestation, falsifié les images de sa caméra corporelle, et la vidéo originale avait mystérieusement disparu. L'affaire avait été discrètement classée, faute de preuves. Clara fit défiler le rapport, jusqu'à ce que son doigt s'arrête net. Le nom de l'examinateur interne qui avait rejeté la plainte, détective Wecker. Elle leva les yeux. Comme dans le capitaine Wecker? L'ancien officier d'entraînement de Boone, confirma Reyes. Il a pris sa retraite l'an dernier, mais tout le personnel sous ses ordres est toujours en poste. Et Keene d'ajouter. Nous avons retrouvé 3 autres plaintes rejetées. Même schéma. Même signature. Le nom de Boone revient à chaque fois. Et celui d'un autre aussi. Elle tapa doucement l'écran. Un nouveau nom apparut, A.D. Carson Ramsett, le même procureur affecté à des dizaines d'affaires de Boone, qui avait siégé dans sa salle d'audience plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Celui qui semblait toujours trop pressé de conclure des accords avec les forces de l'ordre. Celui, maintenant qu'elle y pensait, qui un jour avait donné une tape sournoise dans le dos de Boone après un témoignage particulièrement fragile. Clara se laissa tomber en arrière sur sa chaise, le cœur battant. Ce n'était pas seulement un flic violent. C'était un système. Un réseau. Boone n'était pas la pourriture, il n'était que l'odeur. Que voulez-vous faire, juge, demanda Keene. Clara les regarda tous les deux, sa voix calme, chargée d'acier. Je veux une liste. De chaque affaire touchée par Boone, de chaque plainte enterrée, de chaque procureur qui l'a aidé à disparaître. Et je veux cette liste livrée à mon bureau demain matin, au lever du soleil. Reyes haussa un sourcil. Ça prendra toute la nuit. Alors ne t'arrête pas, dit-elle. Keene esquissa un faible sourire. Je pense qu'on va bien s'entendre. Le lendemain, à 6 heures du matin, le palais de justice émergeait à peine de la nuit. Le bâtiment baignait dans un silence étrange, les longs couloirs résonnaient seulement du bourdonnement discret des lumières fluorescentes et du frottement régulier d'un balai. Mais dans le bureau de la juge Clara Mass, personne ne dormait. Ni elle, ni ses collaborateurs, ni les agents des affaires internes qui avaient passé la nuit à fouiller 10 années de plaintes scellées. Carter arriva avec du café et un silence bienveillant. Il posa la tasse fumante sur son bureau sans un mot, puis alla s'asseoir dans un coin, les yeux posés sur un dossier assez épais pour bloquer une imprimante. Clara ne leva même pas les yeux de son carnet juridique. C'est à ce point-là, demanda finalement Carter, même s'il connaissait déjà la réponse. Clara continua d'écrire. 19 plaintes, tout impliquant Boone. 12 visant d'autres agents sous sa supervision. 4 procureurs qui ont refusé de poursuivre malgré des preuves solides.
2 vidéos de caméras corporelles disparues pendant l'examen interne. Carter poussa un long soupir, se passant une main sur la mâchoire. Ce n'est pas une pomme pourrie. C'est tout le verger. Clara leva les yeux, sombre, clair, décidé. Et il a été protégé, enterré, entretenu. Systématiquement. Avant que Carter ne puisse répondre, le téléphone sonna. Elle décrocha, le ton sec. Juge Masse. La voix à l'autre bout était calme, masculine, étrangement familière. Clara, c'est le chef Nolan. Elle se pencha en arrière. Je m'attendais à votre appel. Pas si tôt. Je suppose que vous savez pourquoi j'appelle. Je suppose que vous avez vu les images. Une pause. Je les ai vues. Une autre pause. Je n'appelle pas pour défendre Boone. Non, répondit-elle, vous appelez pour contenir l'explosion. Nolan ne le nia pas. Clara, dit-il doucement, vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. Ce n'est pas juste un agent qui dérape. Vous tirez un fil qui pourrait déchirer tout ce département. C'est exactement l'idée, dit-elle, sans hésiter. Je ne suis pas votre ennemi. Vous êtes resté silencieux pendant des années. Le silence est une complicité, chef. Il soupira. J'ai le syndicat sur le dos. Le maire exige des réponses. Et maintenant j'apprends que vous avez directement contacté les affaires internes parce que votre service ne l'a pas fait. Vous envenimez la situation. Non, répondit Clara calmement. Je la révèle. Un silence, puis un ton plus sec, moins poli. Écoutez, dit Nolan, vous voulez Boone? Très bien. Je soutiendrai une demande de mise en accusation. Mais si vous continuez à sortir les noms au commandant, procureur, ancien dirigeant, vous allez déclencher un effondrement que personne ne pourra réparer. La voix de Clara ne trembla pas. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de réparer, et de commencer à reconstruire. La ligne coupa net. Elle fixa le combiné un long moment, puis le reposa calmement. Carter haussa un sourcil. On aurait dit une menace enveloppée dans une offre de paix. Clara hocha la tête. Il a peur. Bien. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. L'agent entra, le visage sombre, tenant un dossier rouge mince. Elle ne perdit pas une seconde. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Clara se leva, la rejoignant à mi-chemin alors qu'elle ouvrait le dossier. Une transcription. Un enregistrement audio. Capté dans le commissariat, 2 ans auparavant. La voix de Boone, indubitable. Moqueuse. Vous l'avez déjà vue de près, cette juge Clara? Elle se balade comme si elle était propriétaire du palais de justice. Elle pense que sa robe la rend invincible. Une autre voix, non identifiée. Elle est déjà venue après toi. Et Boone, ricanant. Quel essai. J'ai des amis bien plus haut placés qu'elle, dit-il. Elle va trop loin, et je jure qu'elle n'atteindra même jamais le banc. Une plainte a été étouffée. Le juge activiste? Écarté. Clara regarda la page, puis leva les yeux vers Keane. Qui d'autre a entendu ça, demanda-t-elle. Nous venons de le retirer, répondit Keane. Il avait été signalé dans une autre enquête, mais enfoui sous des fichiers classés non prioritaires. Et cette deuxième voix, celle qui utilise toujours la reconnaissance vocale. Nous pensons qu'il s'agit peut-être de Ladd, Aram, ajouta Keane. Un tic involontaire se déclencha dans la gorge de Clara. Si vous pouvez confirmer ça, on le fera, dit Keane. Mais il y avait plus. Elle sortit un autre document, une liste des examens de cas internes récents. Il y a eu une réunion d'urgence au bureau du procureur, hier soir, ajouta Keane. Quelqu'un essaie de retirer votre dossier du tribunal, en invoquant un conflit d'intérêts, affirmant que vous ne pouvez pas présider une affaire dont vous êtes la victime. La mâchoire de Clara se serra. Ils essaient de m'expulser. Carter jura dans sa barbe. Keane hocha la tête. S'ils réussissent, ils enterreront Boone sous une accusation mineure, puis le libéreront avec une retraite anticipée. Vous serez récusé, et le récit sera émotionnellement compromis. La juge Clara retourna à son bureau. L'horloge au mur indiquait 7h02. Le palais de justice n'ouvrirait officiellement que dans moins d'1 heure. Je veux une audience publique, dit-elle. Je veux que la presse soit là. Je veux que le dossier montre que j'ai moi-même demandé le transfert,
non pas parce que je ne pouvais pas être impartial, mais parce que je refuse de laisser cela se dérouler dans le silence. Keane hocha lentement la tête, impressionné. Tu veux passer à l'offensive? Clara la fixa, les yeux brûlants. Non, dit-elle. Je veux passer au nucléaire. Devant les appartements, du personnel arrivait. Les téléphones sonnaient. Les journalistes se rassemblaient comme des oiseaux flairant une tempête. Et derrière les stores, Clara vit déjà un SUV noir garé de l'autre côté de la rue, observant, attendant. Quelqu'un venait la chercher. Mais il ferait mieux de se préparer, car dès qu'ils essaieraient de la faire taire, elle s'assurerait que toute la ville l'entende crier. Vers 9 heures, le palais de justice ressemblait à une cocotte minute. Les journalistes s'attardaient dans les couloirs. Les greffiers chuchotaient à travers les portes. Les avocats évitaient tout contact visuel. Tout le monde le sentait, quelque chose d'important se déroulait. La juge Clara entra dans la salle d'audience principale, flanquée de son huissier Carter et de l'agente des affaires internes, Rosaline. Elle ne portait pas sa robe. Elle ne présidait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se battait. La salle bourdonna à son entrée. Les chuchotements s'éteignirent. Tout au fond, le procureur adjoint Carson Ramsett se tenait aux côtés d'un représentant du comité d'éthique de l'État, un jeune homme blanc, costume gris sur mesure, l'allure fraîchement sortie de l'école de droit. Son badge indiquait « Elliot Parrish ». Son expression disait « Homme à la hache ». « Juge », salua-t-il avec un sourire crispé. « Nous avons reçu votre demande d'audience publique concernant votre récusation. Je suis ici pour clarifier cela, et pour que ce soit versé au dossier public, répondit Clara d'une voix ferme. Ils s'assirent. La presse observait depuis les derniers rangs. J'ai examiné les arguments déposés par le bureau du procureur, dit Clara. Ils affirment que je suis émotionnellement compromise et potentiellement partiale à cause de l'incident impliquant Boone. Ramsett resta impassible. Notre préoccupation est purement procédurale, dit-il. Vous êtes la victime d'un crime présumé, commis par l'accusé. Je suis parfaitement consciente du statut, l'interrompit Clara. C'est pourquoi je choisis de me retirer de la mise en accusation de Boone. Non pas parce que je suis compromise, mais parce que je refuse de laisser cette affaire s'éteindre dans le silence. Elle se tourna vers la presse et croisa le regard d'une jeune journaliste noire, au premier rang. Je demande que l'affaire Boone soit élevée au statut d'examen spécial. Je demande également qu'un observateur fédéral indépendant soit nommé pour enquêter sur le traitement des affaires antérieures impliquant Boone et ses collaborateurs directs. Un murmure parcourut la salle. Ramsett se pencha en avant. Juge, je vous préviens, ce n'est pas le lieu pour suggérer un complot. Je ne le suggère pas, dit-elle calmement. Je le prouve. Elle tendit un dossier à Jean Keane, qui le posa entre eux, l'ouvrit pour le compte-rendu. À l'intérieur, 3 plaintes, 5 mémos scellés, 2 enregistrements de caméras corporelles manquants, et une transcription judiciaire d'un procès de mineur de 2018. Tous portaient la signature de Carson Ramsett. Vous avez refusé de poursuivre Boone dans 5 affaires distinctes, déclara Clara, malgré une force excessive documentée et des déclarations contradictoires sous serment. Et dans chacune, la défense a été poussée à accepter des accords de plaidoyer, la plupart impliquant de jeunes accusés noirs sans avocat. Ramsett ne dit rien. Keane posa un deuxième document. Et voici un virement bancaire, dit-elle froidement au représentant du comité d'éthique. Il montre une contribution de 15 000 $ au fonds judiciaire de l'État, provenant d'une entité liée au fonds de bienfaisance de la police de Charleston. Cet argent devait financer une bourse d'études. Mais la moitié a été redirigée vers un fonds de défense juridique, utilisé l'an dernier pour Boone. Cela n'a rien à voir avec la motion d'éthique, rétorqua Parrish. C'est le cas si cela montre une collusion, répondit Clara. Si des fonds publics sont utilisés pour protéger des agents corrompus, c'est plus que pertinent. C'est une tendance. Et je la nomme maintenant. Elle se tourna vers Ramsett. Dites-moi, monsieur Ramsett, qui a protégé Boone quand les images de la caméra corporelle ont disparu en 2019? Celle où un mineur a fini à l'hôpital. Ramsett ouvrit la bouche, puis la referma. Clara attendit. C'est l'agent Keane qui prit la parole. Nous pensons que les images n'ont pas été perdues. Elles ont été redirigées. Où? Demanda Clara, haussant un sourcil. Keane glissa un papier. Vers un serveur externe appartenant à un entrepreneur privé basé à Atlanta.
Cet entrepreneur a un contrat avec le bureau du maire de Charleston. Et qui a approuvé ce contrat? Elle fixa Ramsey. Il ne répondit pas. Qui a porté le coup final? Tu l'as fait. La pièce éclata. Cris, flash, murmure. Ramsey se leva d'un bond, sa chaise racla violemment. C'est de la diffamation. Non, dit Clara. C'est une exposition. Et elle est attendue depuis longtemps. Parrish se leva, visiblement ébranlé. J'ai besoin de temps pour traiter cela. Vous l'aurez, répondit Clara. Mais que cela figure au dossier, je me récuse volontairement pour protéger le processus. Non pas parce que j'ai été intimidée. Et encore moins parce que je garderai le silence. Elle se tourna vers les journalistes, sa voix résonna comme une cloche. Cette ville a protégé un système de pouvoir incontrôlé trop longtemps. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une gifle. Il s'agit de ce qui arrive quand quelqu'un croit qu'il peut agir sans conséquence, parce que chaque couche au-dessus détournera le regard. Elle fixa Ramsey. Et ses couches s'effondrent. Ramsey quitta la salle d'audience dans un souffle de sueur et de murmures. Parrish suivit. Clara se tourna vers Keane et Carter, expirant lentement. Tu crois qu'ils vont s'en prendre à toi? Demanda Carter, doucement. Clara n'hésita pas. Ils l'ont déjà fait. À cet instant, son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Tu dois arrêter. Pas de nom. Pas de menace claire. Juste 5 mots. 5 mots glaçants. Elle montra l'écran à Keane. Keane lut, puis murmura. Bien. Ça veut dire qu'on touche un air. Clara regardait par la fenêtre de la salle d'audience. La ville devant elle. Les toits. Les secrets. Elle ne cherchait plus seulement à faire tomber un flic. Elle voulait démanteler une machine. Et quelque part dans cette machine, quelqu'un de très puissant la regardait. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette. À l'intérieur, une photo de son neveu, prise 2 jours plus tôt, alors qu'il rentrait de l'école à pied. Au dos, griffonné en lettres capitales tremblantes, reste dans ta voix. Clara resta immobile un long moment, la photo entre les doigts, le souffle suspendu. Puis, d'une main ferme, elle décrocha le téléphone. Donnez-moi le bureau des US Marshals, dit-elle. Ceux qui venaient de frapper à sa porte étaient sur le point de découvrir ce que cela signifiait quand une juge cessait de suivre les règles, et commençait à en écrire de nouvelles. Le bâtiment fédéral de Charleston, au centre-ville, avait été construit comme une forteresse, sévère à l'extérieur, glaciale à l'intérieur, vissée jusqu'au dernier boulon. Ce matin-là, la juge Clara May était assise face à 3 agents fédéraux et 2 responsables du département de la justice, chacun avec un dossier ouvert, un stylo prêt. Elle fit glisser la photo sur la table. Mon neveu, dit-elle calmement, prise à son insu il y a 2 jours. Elle m'a été envoyée ce matin, dans une enveloppe anonyme, accompagnée d'un avertissement. Travis Boone. C'était lui, derrière tout ça. L'un des commissaires de police. Un grand homme aux cheveux gris nommé Mercer examina la photo sans expression. Vous êtes certaine que c'est lui? Je suis certaine que ça vient de quelqu'un agissant dans son intérêt. Boone ne menace pas à moins qu'on lui donne le feu vert. Que nous demandez-vous exactement, juge? Clara se pencha en avant, croisa les mains. Je veux une protection totale pour ma famille. Je veux que Boone soit placé sous garde fédérale avant la fin de la journée, et je veux une ordonnance d'urgence gelant toutes les affaires en lien avec son témoignage, en attendant un examen indépendant. La représentante du DOJ, une femme nommée Francis Camp, haussa un sourcil. Cela va secouer les tribunaux de Charleston pendant des mois. Clara la fixa sans ciller. Alors qu'il tremble. Personne ne contesta. Moins d'1 heure plus tard, une équipe de Marshall était déjà en route vers le dernier emplacement connu de Boone. Clara, elle, était de retour au palais de justice. Pas en robe, pas derrière le banc. Mais comme une tempête avec une mission. Elle retrouva Keane devant la salle des archives. Il tenait un dossier. Nous avons tracé le téléphone jetable. Boone l'a utilisé 2 fois hier. L'un des appels était destiné à une société écran basée à Atlanta. Elle partage des bureaux avec un cabinet de lobbying lié à la campagne de réélection de votre mère. Clara expira brusquement. Donc la pourriture dépasse les tribunaux. Bien au-delà, répondit Keane, sombre.
Tu as dit que cette société avait déjà été signalée? Oui. D'abord dans une enquête de corruption il y a 3 ans, classée sans suite. Et plus récemment, il y a 6 semaines, par une journaliste locale qui avait demandé un audit financier. Julia Spence, murmura Clara. Elle a disparu 2 jours plus tard. On a retrouvé son corps dans sa voiture. Verdict, overdose. Elle avait des antécédents? Aucun. Elle dénonçait les fonctionnaires corrompus. Clara fixa le couloir. Sa fureur ne hurlait pas. Elle planifiait. Trouvez-moi tout ce sur quoi elle travaillait. Chaque source, chaque note, chaque fichier. Si elle tirait sur un fil, on va arracher tout le mur. Juge, cela pourrait aller bien au-delà de Boone. Clara se tourna, la voix glacée. Je compte dessus. De l'autre côté de la ville, les jointures de Boone blanchissaient sur le volant de sa berline empruntée. Il n'avait ni mangé ni dormi. Son téléphone sonnait sans cesse, des numéros inconnus, des ordres, des menaces, des avertissements. Certains venaient d'anciens alliés, d'autres de maîtres chanteurs. Il manquait de temps. Il pensait que la photo la ferait reculer. Mais au lieu de cela, il avait réveillé quelque chose. Maintenant, c'était lui la proie. Il se gara dans un parking vide, sortit un sac polochon du coffre. Argent liquide, téléphone de secours, un Glock non enregistré. Il ne comptait pas se rendre. Mais avant d'atteindre la cage d'escalier, une voix résonna sur le béton. Sergent Boone. Il se retourna, l'arme à moitié sortie. 4 marshals sortaient de l'ombre, armes levées. Posez-le. Il gela. Plus de bluff, plus de deals. Personne ne viendrait. Il laissa tomber le sac. Puis le pistolet. Puis ses genoux frappèrent le béton dans un bruit sourd et sec. À 15h14, Clara reçut l'alerte. Boone, sous garde fédérale. Non armé, arrêté sans incident. Elle ne sourit pas. Ce n'était pas une victoire, juste une confirmation. Elle était déjà en réunion. Carter, Keane, Franciscan, et une mallette pleine de documents. Nous avons rouvert le dossier Julia Spence, dit Franciscan. L'autopsie initiale était non concluante, mais le rapport a été modifié après coup, à partir d'un identifiant désormais supprimé. Clara murmura. Quelqu'un a effacé la vérité comme on efface du crayon. Plus maintenant, répondit Keane. Nous avons formé une task force. Boone ne parle pas encore, mais il va craquer. Clara regardait les noms, les dossiers, les schémas. Une carte de l'injustice. Elle se leva, marcha vers la fenêtre. Le soleil descendait sur Charleston. Les marches du palais de justice brillaient d'or. Des manifestants tenaient des pancartes. Certains avec le nom de Boone. D'autres avec les visages oubliés de victimes. Tu l'as fait, murmura Carter. Non. J'ai juste allumé la lumière. Les cafards se sont dispersés. Mais maintenant, elle avait une cible dans le dos. Le soir venu, Clara rentra. Son téléphone clignota. Un message vocal. Numéro masqué. Clara. C'était la voix du juge Alcraft. Douce. Tranchante. Tu as vu mon nom. Tu te sens trahi. Mais si tu fais tomber tout cela, tu feras s'écrouler le dernier morceau d'ordre que cette ville possède. Recule. Ou tu perdras tout. Silence. Puis clic. Il te menace, demanda Carter. Non. Il m'a prévenu. Et c'est pire. Tu ne vas pas reculer. Pas une chance. À minuit, tout commença. Article calomnieux. Hashtag. Bot. Réseaux sociaux en feu. Une photo de Clara, point levé à l'université, devint virale. Des appels anonymes, même à l'école de son neveu. Carter entra. Ils veulent brûler ton nom. Alors on change les règles. Elle ouvrit un tiroir, lui tendit un classeur noir. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je n'ai jamais dit. Sur Alcraft. Sur les dossiers suspects. Sur les rumeurs. Tu as tout écrit? Je suis juge. La documentation, c'est la survie. Clara, ce n'est pas un dossier. C'est une arme nucléaire. Je ne veux plus survivre. Je veux qu'il ne puisse plus jamais se cacher.
Et tandis que la ville dormait, Clara préparait le procès final. Non contre un homme. Contre la machine. 3 semaines plus tard, Charleston était debout. La foule. Les caméras. Les pancartes. Clara, témoin. Trevor Boone, accusé. 5 chefs d'inculpation. Mais il n'était pas seul. Des juges suspendus. Des procureurs déchus. Le réseau s'effondrait. Juge May, que s'est-il passé le 11 avril? J'ai été frappé par un homme qui pensait que je n'étais pas à ma place. Que signifiait ce moment? Que le système ne protégeait plus ceux qui le servaient. Que la vérité était devenue une option. Et que si je ne me levais pas, les autres resteraient à terre. Le verdict tomba. Coupable. Tous les chefs. Mais ce n'était pas la fin. L'onde s'élargissait. Réforme. Audit. Surveillance fédérale. Et un jour, Clara revint. Dans la salle où tout avait commencé. Ils veulent donner ton nom à la salle d'audience, dit Carter. Je ne suis pas morte. Justement. Puis elle se rendit devant la commission nationale. Je présente ma démission. J'ai allumé un feu. Ce n'est pas à moi de rester dans sa lumière. Un conseiller se leva. Vous êtes un symbole. Vous pouvez diriger le changement. Le changement n'a pas besoin d'un monument. Il a besoin d'élan. Et avant de partir, que la prochaine femme qui portera cette robe n'ait pas à se battre comme moi pour qu'on l'écoute. Des mois plus tard, à Mount Pleasant, son neveu lâcha son vélo, courut vers elle. Je t'ai vu à la télé, Tata. Je sais que tu les as fait écouter. Non, dit-elle. Je leur ai fait regarder. Écoutez, c'est encore à eux de choisir. Ils s'assirent. Le vent dans les arbres. La ville au loin. Et Clara ferma les yeux. Non pour fuir. Mais en paix. Parce que la vraie justice ne crie pas. Mais quand elle parle, elle résonne pour des générations.